Bienvenue, mesdames et messieurs, dans Politicia, votre rendez-vous politique annoncé le 21 décembre 2019 à l'occasion d'une rencontre entre le président français Emmanuel Macron et son homologue ivoirien à Abidjan. La réforme du franc CFA vient d'être actée par le gouvernement français. Concrètement et officiellement, il s'agit de l'abandon total du franc CFA et son remplacement par l'éco. Mais qu'est-ce qui véritablement va changer pour les gouvernements concernés et les populations? Les États concernés vont-ils retrouver enfin la souveraineté monétaire tant revendiquée? Deux invités avec moi pour en parler. Nicolas Agbo. Nicolas Agbo, vous êtes toujours présent quand on parle du franc CFA et quand on parle de l'éco et de la souveraineté monétaire des États africains. Vous avez consacré beaucoup de livres à la question, dont celui-ci que j'ai entre les mains, que vous avez coécrit, le franc CFA et l'euro contre l'Afrique. Merci, professeur, d'avoir accepté notre invitation. Je précise que ce livre est publié aux éditions Solidarité mondiale, préfacé par le sociologue et intermondialiste suisse Jean Ziegler. Oui. Merci, professeur. Merci. D'avoir accepté notre invitation. Merci de m'avoir invité. Charles Lamba, vous connaissez très bien la problématique du franc CFA. Vous êtes un homme d'État. Vous avez été pendant 4 ans ministre gabonais et du budget. Vous êtes aussi écrivain. D'ailleurs, vous êtes l'auteur de ce livre que j'ai entre les mains, Gabon, la passion du pays, publié aux éditions Ejibouk. Merci d'avoir accepté notre invitation pour parler du franc CFA et de son changement par l'éco. Merci de m'inviter. Merci. Mercredi 20 mai 2020, la France adopte en Conseil des ministres le projet de loi qui entérine la fin du franc CFA. Déjà s'installe un débat d'ordre juridique sur la validité du test sans l'approbation des parlements concernés. Mais pourquoi le test entériné ce 20 mai ne prévoit-il pas son adoption par les parlements africains? Mais avant d'en parler, je vous propose d'écouter ce qu'en dit l'expert en actuariat sénégalais Abdou Cissé. L'accord de coopération signé le 21 décembre précise bien une entrée en vigueur à la date exacte d'entrée en vigueur de la convention de garantie. Cette convention de garantie doit préciser les modalités d'activation de la garantie. Or, il existe un texte de projet de loi français qui précise bien que la réforme maintient inchangés les paramètres essentiels de la stabilité macroéconomique et monétaire de l'UEMOA, c'est-à-dire la parité fixe avec l'euro et la garantie illimitée et inconditionnelle de convertibilité assurée par la France. Donc, c'est normal que les Africains s'attendent à une présentation à le Parlement de la convention de l'accord. Professeur Agbo, dans une de nos émissions précédentes, vous posiez la question de savoir pourquoi la France n'avait pas prévu l'adoption du changement du franc CFA par l'éco, par son Parlement. On y est. Ce 20 mai, le projet de loi a été adopté en Conseil des ministres et va être soumis au Parlement français. Vous êtes satisfait enfin? Bien. Alors d'abord, merci pour cette question. Dire qu'on est satisfait. Je dis que c'est la démarche normale. Pourquoi? Parce que contrairement à certaines personnes, oui, le franc des colonies françaises d'Afrique en abrégé, le franc CFA, oui, est une invention et une propriété de la France. C'est la France qui l'a inventé, c'est sa propriété à 100%. Donc, si le franc CFA doit disparaître, il est tout à fait normal que la décision vienne de la France, sauf les pays utilisateurs de ce franc CFA qui, au nom de la souveraineté, au nom de l'indépendance politique acquise, rejettent. Parce que c'est ce qui s'est passé. Quand les pays anciennement colonisés par la France ont eu leur indépendance politique, oui, ils ont rejeté en même temps le franc CFA. Et malheureusement pour nous, il y a encore 15 pays d'Afrique francophone qui, oui, utilisent ce franc CFA. Donc,
La monnaie, il faut le rappeler avec force, Oui. appartient toujours et toujours au peuple. Très bien. Donc, quand on met une monnaie en place, ou du moins avant de la mettre, on demande l'avis du peuple par deux voies possibles. La voie du référendum ou bien la voie parlementaire. Dans ce cas précis, Oui. le général de Gaulle, c'est par un seul décret et non pas par une loi, Qu'il a créé. a créé le franc franc de colonie CFA. française en 1945. Donc nous disons, Oui. ce qui s'est passé à Abidjan Le 21 décembre 2019. eh bien, il faut que ça soit acté, il faut que ça soit effectivement approuvé par soit le gouvernement français, parce que quand le gouvernement français l'avait inventé, Oui. n'avait pas consulté les parlementaires, Oui. Mais c'est prévu ou, maintenant. et, Son changement ou est prévu alors maintenant, oui. passer par le gouvernement et lequel gouvernement soumet le projet de loi au Parlement qui va l'approuver. Oui. Donc, du côté français, c'est un processus normal. D'accord. Ce qui nous intéresse, C'est ça, professeur. c'est le côté africain. Vous voulez, professeur, que chaque parlement africain se prononce par rapport à ce projet de changement du franc CFA par l'écho. Si c'est le problème de l'écho, on va en parler. Mais je suis en train de dire Oui. la répudiation, la fin du franc CFA doit se faire normalement Oui. par le Parlement, les parlements Concernés. africains concernés. Ça, c'est déjà un. Deuxièmement, en lieu et place, bon, on parle de l'écho. Mais maintenant, si on veut être encore sérieux, Oui. l'écho, qui est la monnaie de la CEDEAO, et nous le précisons, Oui. avant de prendre même le nom Oui. écho. Oui. Depuis 1983. Bon, depuis 1983 jusqu'à maintenant, ça fait 37 ans. Mais ce que je suis en train de dire, Oui. lorsque la CEDEAO dit, après 37 ans de silence, sa monnaie s'appelle l'écho, nous disons, logiquement, on devait consulter les différents pays de la CEDEAO par voie parlementaire Ou par voie référendaire. ou par voie référendaire. Ça n'a pas été le cas et on nous a mis devant les faits accomplis pour dire que le nom, c'est l'écho. J'ai dit, allons à l'essentiel. Allons à l'essentiel. Allons à C'est l'essentiel. justement. On prend l'écho, mais on va à l'essentiel. OK. Et on va débattre du fond. Très du bien. problème. Et c'est du fond que nous allons débattre Voilà. maintenant. Mais avant d'aborder la question du fond, puisque vous évoquez effectivement la nécessité de consulter les parlements des pays concernés, mais quand vous le dites, vous parlez non pas du point de vue de la forme, mais du point de vue du fond. Qu'est-ce qui est dans le projet de changement? C'est de ça que vous parlez. De toute façon, ils sont nombreux les pays africains qui sont contre le franc CFA. Avant d'aborder la question du fond, que, comme vous le dites, monsieur le ministre, quand on voit aujourd'hui, effectivement, la passion que suscite cette monnaie, quand on voit tous les déchirements qu'il y a autour de cette monnaie, on a aujourd'hui l'impression que la France, en tout cas le projet tel qu'il est aujourd'hui, ne prévoit pas véritablement, en ce qui concerne son contenu, de consulter les parlements africains. C'est un risque que la France ne veut pas prendre? D'abord, je pense que ce n'est pas à la France, me semble-t-il, de prévoir que les Africains soient consultés. Je crois malheureusement que sur cette question du franc CFA, nous glissons trop facilement. C'est une question qui est très passionnelle parce que la France est l'ancienne puissance colonisatrice. Il y a toute une histoire derrière. Moi, j'aime bien avoir en tête que la force de la passion ne crée pas la force de la raison. Et je souhaite que nous soyons, nous les responsables, que nous soyons raisonnables. J'ai entendu le professeur Agbourou dire tout à l'heure qu'en réalité, le franc CFA dont nous avons hérité depuis 1945 a été créé par décret. Oui. Le parallélisme des formes aurait voulu que la France, aujourd'hui, se contente d'un décret pour dire « nous avons rompu le contrat, la convention que nous avions avec nos anciennes colonies pour la création et la gestion de la zone monétaire. » Non, elle va plus loin. Je pense qu'elle donne plus de poids à la fin de ce contrat, oui, en demandant à son Parlement d'acter par une loi
que le franc CFA, c'est terminé. D'accord. Je pense que du point de vue de la France, et comme le dit le professeur Abou, les choses sont faites de façon élégamment. De façon élégante. Revenons au fond. Oui. Au fond, monsieur le ministre. Le projet prévoit la garantie. C'est la France qui reste le garant de la nouvelle monnaie. Oui. Il y a 2 points essentiels aujourd'hui que nous allons... c'est la question de la garantie et la question de la fiscalité par rapport à l'euro. Vous parlez de fin. Oui. Comment peut-on concevoir la fin d'un contrat quand on reste, ici la France, le garant de cette monnaie et quand la fiscalité est déterminée par l'ancien co-contractant? Moi, je veux être juste... S'il vous plaît. Je veux être factuel. Mais en même temps, on voit bien que sur cette question-là, l'émotion l'emporte par trop. Je suis ressortissant de la zone CEMAC. Oui. Nous avons, nous encore, le franc CFA CEMAC. Je dis, ayant été aux responsabilités, membre du gouvernement, membre du Conseil des ministres du CFA CEMAC, que le franc CFA en Afrique de l'Ouest, c'est fini. Pourquoi? Parce que, comme il est dit, y compris dans le texte de loi français, la question du compte d'opération est réglée. La question des représentants du dépôt, non, le plus important, du dépôt obligatoire des réserves d'échange, c'est fini. La question des représentants des Français, des membres de l'État français dans les instances de gestion de la zone franc, c'est fini. Mais, cher ami, il s'agit d'un contrat, qu'on le veuille ou qu'on ne le veuille pas, qu'il ait été signé dans de bonnes ou dans de mauvaises conditions en 1960. Quand il prend fin, s'il prend fin à l'amiable, l'une des parties peut demander à être accompagnée par l'autre. Il me semble que c'est le cas. Ça dérange la plupart des gens parce qu'il s'agit de la France. Mais moi, je suis un ancien ministre de la CEMAC, de la zone CEMAC, et je dis, sur la question de la zone CFA, je ne veux pas m'engager en permanence sur un référendum pour ou contre la France. Et il y a des points importants sur lesquels nous allons insister dans cette émission, mais je pense qu'il y a beaucoup de points qui viennent en contradiction de ce que vous venez de dire, monsieur le ministre, mais nous irons méthodiquement. Professeur Nicolas Agbo, ça veut dire quoi le fait que la France reste le garant de la nouvelle monnaie? Bien, merci. C'est quoi la garantie ici, concrètement? Concrètement, la France, de mon point de vue, ça veut dire tout simplement la France se donne les moyens objectifs pour avoir droit de regard sur ces pays qui utilisaient sa monnaie qu'on appelle le franc CFA. Parce que cette garantie, parce qu'elle parle de la garantie de convertibilité. Garantie de convertibilité, bien sûr. Convertibilité illimitée. Et inconditionnelle. Et inconditionnelle. Aujourd'hui du franc CFA et demain de l'éco. Nous disons froidement, et le ministre est là pour en témoigner, puisque lui, il a été aux affaires. C'est ça. Ça veut dire que, en principe, si ces pays africains se trouvent dans une situation financière difficile, par exemple par un manque de liquidité, de monnaie étrangère, la France peut leur prêter cet argent-là. Prêter, quitte à rembourser après, et etc. Nous disons, l'observation nous montre que la France agit une seule fois dans ce sens. Pendant plus de 30 ans... De par le passé. Voilà, pendant plus de 30 ans jusqu'à présent, la France n'a jamais fait jouer cette garantie. Ce principe de garantie de convertibilité. Ça veut dire le fonctionnement même de la zone franc CFA. Il y a des dispositions qui sont prises pour que, justement, la France ne soit pas sollicitée. D'accord. Autrement dit, si depuis 30 ans, ça n'a jamais été utilisé, on peut s'en passer purement et simplement. Mais c'est quoi l'inconvénient pour l'Afrique? Justement, l'inconvénient pour l'Afrique, c'est la mise sous tutelle de l'Afrique par la France. C'est ça la réalité. Parce qu'elle ne veut pas se séparer.
le document qu'elle a fourni, ce qu'on appelle le projet de loi, Oui. et qu'elle va soumettre à l'Assemblée nationale Oui. française, Oui. nous disons, et il faut que ça soit très clair dans l'oreille de la France et de ceux qui nous soutiennent, voilà un pays comme l'Angleterre, parce qu'il faut faire les comparaisons. L'Angleterre a colonisé des pays, qu'ils soient africains, asiatiques, etc. Oui. Quand il y a eu la décolonisation, l'Angleterre est partie. D'accord. Voilà un pays comme la Côte d'Ivoire qui a pour voisin le Ghana. D'accord. Professeur, pour être plus concret, Pour être plus est-ce que l'écho, Oui. en tant que nouvelle monnaie, peut exister sans garantie de convertibilité? C'est ça la question? Mais bien sûr. Donc, c'est pas nécessaire alors, la garantie de convertibilité? Elle sert uniquement à la France d'avoir droit de... En fait, fondamentalement, ça veut dire que la France ne veut pas partir. OK. Avant... Et je dis, Oui. pour qu'on puisse bien S'il vous comprendre, plaît. les pays, que ce soit Singapour, que ce soit la Corée du Sud, Singapour, Taïwan et tous les autres qui ont été anciennement colonisés par l'Angleterre, quand il y a eu l'indépendance, l'Angleterre est partie avec le self-government, tu te diriges toi-même. Ils ont battu leur propre monnaie. Aujourd'hui, ces pays-là sont très développés par rapport à nous autres. D'accord. Parce que, comme on l'a rappelé, la gestion du franc CFA, dedans, il y a la France. Il y a la France. En tant que pays colonisateur. Professeur, un dernier point avant que je passe au ministre, puisqu'il faut aller rapidement dans cette émission. La question de la ficité. La nouvelle monnaie aura une ficité par rapport... Une parité fixe. Une parité fixe, pardon, par rapport à l'euro. Oui. Là aussi, vous êtes contre. Mais c'est quoi l'inconvénient pour les États concernés? Très bien. Il y a plusieurs inconvénients pour les Africains, mais on va en citer quelques-uns. S'il vous plaît. Lorsqu'on dit il y a le régime d'échange fixe entre l'euro et le franc CFA aujourd'hui et demain l'éco, ça veut dire dans l'état actuel, pour avoir un seul euro, les pays de la zone franc CFA et demain les pays de la zone éco vont toujours donner 656 francs CFA, enfin 656 francs en arrondissant et demain 656 éco, s'il n'y a pas eu d'évaluation. Bien. Les inconvénients majeurs sont les suivants. Puisque vous voulez avoir une monnaie, c'est ce qu'on appelle avoir une monnaie forte. Oui. Nous sommes sur le marché des monnaies qu'on appelle le marché d'échange. Oui. Le taux d'échange se détermine selon la loi de l'offre et de la demande. C'est ça, vous l'aviez expliqué. Hein? Si l'offre des francs CFA aujourd'hui est supérieure à la demande, ça veut dire le prix baisse, c'est-à-dire on serait amené, pour avoir un seul euro, on serait amené à donner 1000 francs, 2000, 5000, etc. Mais on ne veut pas de ça. Donc, on veut que les pays africains rachètent eux-mêmes les francs CFA surabondants sur le marché, sur le marché d'échange. Or, on ne rachète pas les francs CFA avec les francs CFA. On rachète les francs CFA avec les devises. Donc, en rachetant les devises, on fait remonter la demande des francs CFA. Aujourd'hui, francs CFA, demain, l'éco. Conclusion. Les devises en question, ce sont des monnaies étrangères obtenues par les Africains quand ils ont vendu à l'extérieur. Donc, c'est le prix de la souffrance. Quand ils se sont endettés en monnaie étrangère, c'est-à-dire qu'ils sont partis demander de l'endettement, ils ont eu de l'argent. C'est une partie de ces devises qu'on va utiliser pour aller soutenir. C'est ce qu'on appelle soutenir le franc CFA. Aujourd'hui, demain, l'éco. C'est encore les transferts de fonds envoyés par la diaspora à leurs parents. Parce que quand celui qui a un Africain qui est aux États-Unis, quand il envoie de l'argent à ses parents, les dollars, ce sont des dollars. Mais on ne paie pas en dollars. Il faut le payer en monnaie CFA. Et enfin, quatrième source, ce sont les dons et l'APD, c'est-à-dire l'aide publique au développement. Tout ça, ce sont des devises. On prend une partie de ces devises pour aller soutenir le franc CFA au lieu de
prendre ses débuts et aller... Et c'est ça que vous dénoncez, professeur. Les deux points importants, effectivement, que vous venez de développer avec leurs inconvénients, c'est la question de la garantie de la convertibilité et la question de la ficité, de la parité. Bien entendu, vous allez répondre par rapport à ces deux différents points. Mais avant, je propose qu'on marque une courte pause. On se retrouve dans quelques instants pour la suite de notre émission. À tout de suite. Deuxième partie de Politicia, votre rendez-vous politique. Le numéro de ce jour est consacré à l'abandon du franc CFA, à l'abandon officiel du franc CFA et l'adoption de l'éco. L'abandon a été acté ce 20 mai par le gouvernement français. Monsieur le ministre Charles Mba, Oui. le professeur avant notre pause avait développé quelques éléments d'inconvénients par rapport à la question de la garantie de la convertibilité du franc CFA, demain l'éco, et aussi par rapport à la question de la ficité, de la parité, de sa parité par rapport à l'euro. Vous y voyez que des avantages? Non, je n'y vois pas que des avantages. Je dis simplement qu'il ne faut pas dire ce qui n'est pas. La garantie illimitée de convertibilité et inconditionnelle veut dire, et le texte français le précise, je le signale, que si les pays de la zone UMOA étaient en rupture de disposition de réserve d'échange, la France viendrait à son... C'est arrivé une fois en plus de 30 ans. Mais ce n'est pas parce que... Écoutez, vous assurez bien votre voiture, vous avez des accidents. Vous avez combien d'accidents par jour? On est d'accord. Par jour. Vous pouvez conduire pendant 40 ans sans avoir d'accident, et pourtant vous avez besoin de payer votre assurance. Donc vous avez besoin d'une garantie. La question est-ce que nous avons besoin d'une garantie? Je pense que oui, nous avons besoin d'une garantie. De la France, ça c'est une autre question. D'accord. C'est-à-dire le principe de l'existence même de cette garantie... Absolument, est nécessaire. Soit vous avez une garantie personnelle. C'est comme quand vous allez, vous voulez acheter un immeuble, un bien quelconque, et que votre banquier vous dit qu'est-ce que vous apportez en garantie. Donc vous avez besoin de disposer de garanties pour faire des choses, pour acquérir, pour faire des investissements. Donc le principe de la garantie est normal. Si vous avez des tonnes et des tonnes et des tonnes d'or, vous n'avez pas besoin de garantie à l'extérieur. Ah, mais si vous avez... Mais on peut en trouver des tonnes d'or. Oui, mais trouvons-les. Le temps qu'on les trouve, qu'est-ce qu'on fait? C'est pour cela que je vous dis, moi je ne veux pas entrer dans une polémique particulière parce que le professeur est un universitaire, un théoricien de la chose. Donc les arguments qu'il évoque ne sont pas faux. Mais je dis que nous avons besoin d'une garantie. Aujourd'hui, les exécutifs de l'Afrique de l'Ouest ont estimé qu'il y avait besoin d'une garantie. Et cette garantie, elles les ont trouvées, ils les ont trouvées, les dirigeants, auprès de la France. La question qui semble gêner les Africains, c'est toujours la France. Et c'est pour cela que personnellement, je dis... Personnellement, je n'ai pas envie de participer à un débat ou à une réflexion qui est, au fond, une forme de référendum permanent sur pour ou contre la France. Je n'en suis pas là. Est-ce que nous avons besoin d'une garantie? Si nous avons besoin d'une garantie, si nous l'avons trouvée auprès de la France, c'est à nous de faire en sorte que les conditions de mobilisation de cette garantie soit en notre faveur. Qui garantit l'euro aujourd'hui? Les banques, la BCE. Et hier, qui garantissait le franc français? La Banque de France. Mais pourquoi nos banques centrales ne peuvent pas garantir? Mais si elles n'ont pas assez de réserves, si elles n'ont pas les moyens qui permettent la garantie de la monnaie, ils les trouvent à l'extérieur. C'est évident. Si votre pouvoir d'achat est de 1000 et vous avez besoin d'acheter quelque chose qui vaut 100 000, il faut bien que quelqu'un se porte garant pour vous en disant, vous voyez, M. Togbe n'a que 3 000 aujourd'hui, mais il vous remboursera bien les 100 000 qu'il aura pris auprès de vous. Mais monsieur le ministre, vous dites quelque chose de très intéressant. C'est aussi simple. Ces choses-là sont aussi simples que cela. Mais la question que soulève ce que vous dites, monsieur le ministre, disons les choses clairement. Oui. Entre chercher moi-même à garantir ma propre monnaie, avec mes propres moyens, ou dépendre de la garantie de quelqu'un qui donc aura son mot à dire par rapport à comment je gère mon argent, qu'est-ce que je choisis?
Mais peu importe. Que vous choisissez, si vous choisissez d'être garant vous-même, Oui, c'est je pour veux cela garantir qu'on moi-même. va venir à la question de la fixité tout à l'heure, sur laquelle d'ailleurs personnellement je n'ai pas de religion. Je ne dis pas que c'est bien ou que c'est mal. La parité fixe peut être un argument, et le professeur ne me démentira pas, favorable dans un certain contexte. La parité flexible sera un meilleur argument dans un contexte différent. Je dis simplement, comment dire, comparaison n'est pas raison. Comparaison n'est pas raison. Ce qui fait la force d'une monnaie, et c'est vrai aujourd'hui, ce que discute le professeur est juste, c'est est-ce que nous avons besoin d'un franc CFA ou d'un écho fort? Si on répond oui, on s'installe plutôt dans cette démarche de parité fixe. Si on se dit on a besoin de marge de manœuvre et de flexibilité, on va aller vers une évolution de parité flexible. Ce n'est pas un dogme. D'ailleurs, je pense que l'écho, que nous le voulions ou que nous ne le voulions pas autour de cette table, évoluera forcément vers vers la sortie de la référence à l'Union, à l'euro. En tout cas, il y a parce qu'il y aura probablement, à un moment ou à un autre, dans 10 ans, dans 15 ans, je n'en sais rien, une référence peut-être à un panel de monnaies, et non plus seulement, je termine, et non plus seulement l'euro. Mais plus au fond que ça. Ce qui fait une monnaie, c'est la puissance de son système économique et monétaire. On est d'accord. Et je pense que c'est ce qui est en train d'être construit en UEMOA. Donc, il ne faut pas mettre la charrue avant les bœufs. Mais avant de passer très rapidement à vous, professeur, parce qu'il y a un point quand même que, monsieur le ministre, il faut évoquer, on ne va pas faire de la psychologie, on ne va pas faire de la psychanalyse. Oui. Pourquoi le garant lui-même cherche-t-il absolument à imposer sa garantie aux autres? Parce que quand je vais assurer ma voiture, je vais chez l'assureur que je veux. Monsieur Togbeh, je ne suis pas tout à fait d'accord. Avez-vous pris part aux négociations entre les ministres des Finances de l'UEMOA et le ministre des Finances de la France pour savoir que c'est la France qui a absolument tenu à imposer sa garantie? Ah oui, j'ai un article ici. Oui. D'abord, vous avez le 28 janvier. Oui. Rappelons les faits très rapidement, monsieur le ministre. 28 janvier dernier, Bruno Le Maire, ministre français des Affaires, ministre français de l'économie, rencontre la commission des Affaires étrangères de l'Assemblée nationale pour leur parler de la réforme en cours. Oui. Et il dit oui, ce que nous sommes en train de faire, ne vous inquiétez pas, pas grand-chose ne changera. Oui. Pas grand-chose ne changera. Oui. Nous étions en janvier. Oui. Février, 2 techniciens de la question, un fonctionnaire du Trésor public et un autre de la Banque de France. Non, ce n'est pas faux. On verra tout à l'heure la confession des Français. Vous avez raison. Ce que disent les techniciens. Vous avez raison de dire... quand je dis c'est faux, je ne dis pas c'est faux que rien ne changera. C'est faux. Si on dit les réserves de change obligatoirement déposées au Trésor français, c'est terminé, ça veut dire que 50% des réserves de change de l'UEMOA qui étaient déposées à Paris seront désormais déposées à Dakar. Et ça veut dire que la Banque centrale des États d'Afrique de l'Ouest va désormais disposer de 100% de ses réserves de change qu'elle va pouvoir gérer. Non, mais c'est la vérité. Non. Voici ce que dit un analyste de la question précisément par rapport à ce point que vous évoquez. Il s'appelle Loup Vallée. Il dit, je le cite, le rapatriement dans la Banque centrale d'Afrique de l'Ouest des devises centralisées à Paris ne signifie pas qu'avec la création de l'écho, les Africains vont pouvoir déterminer librement le taux de change de leur nouvelle monnaie. En réalité, les États membres de la future Union monétaire seront encore plus loin d'avoir parachevé leur autonomie financière. Il le dit dans un article qu'il a titré « L'écho pire que le franc CFA ». L'écho sera pire que le franc CFA. Non, je ne peux pas être d'accord avec lui. Monsieur Togbeh, il dit 2 choses. Il admet le rapatriement des réserves de change de Paris à Dakar. Oui ou non? Oui. Après, il dit, derrière la disposition... Ça ne change pas grand-chose. Non, oui, mais je peux vous dire pourquoi il peut dire ça. Voilà. Ce qu'il est en train de dire, c'est... Est-ce que le banquier central des États d'Afrique de l'Ouest va être limité à acheter des titres et des obligations français ou pas? C'est ça qu'il veut dire.
sinon, la phrase telle qu'il l'a dit n'a pas de sens. Ça n'est pas vrai. Je veux dire que le banquier central, monsieur, dont je ne me souviens pas du nom, qui est le gouverneur de la BCAO, qui est un grand technicien, qui a été formé dans les meilleures écoles et qui est un homme expérimenté, qui disposera de 100% des réserves de l'UEMOA, il décidera. Alors simplement, cette formule lapidaire, je peux même considérer qu'elle est désobligeante pour les Africains, c'est penser que on dirait à un banquier central africain, vous avez 100% des réserves et vous n'en faites rien. Qu'est-ce qui lui permet de dire ça? Il les connaît, il sous-estime leurs compétences. Non, ça c'est faux. La seule chose qui est possible, c'est ce que je viens de vous dire, c'est qu'une fois qu'on a rapatrié les 100% des réserves de change de l'UEMOA à Dakar, que le banquier central choisisse plutôt des titres, des obligations français. Là, on pourra dire, au fond, rien n'a changé. C'est ce qui est prévu de toute façon. Nous n'en savons rien. On n'en sait rien. On n'en sait rien. C'est un juge, c'est un procès d'intention. Mais vous avez raison. Et je veux dire que, moi je m'insurge contre cela, c'est un procès en incompétence. Parce que je vous assure que les cadres banquiers africains et les banquiers centraux sont des gens extrêmement bien formés et compétents. Compétents et intègres. Mais ça m'amène, professeur. C'est important ce que vient de dire monsieur le ministre Charles Mba. Ce débat, professeur, je pense que ça commence par vous fatiguer et ça commence par fatiguer. Pourquoi? Parce qu'on est en train de parler des États africains, des gouvernants, comme si c'était des gens qui ne comprennent pas. Mais si c'est aussi mauvais que ça, professeur, expliquez-nous. Pourquoi les gouvernants concernés, pourquoi les chefs d'État concernés sont-ils toujours là à répéter le franc CFA, c'est bon pour nous? Expliquez-nous qu'est-ce qui se passe. Parce que là, ça devient infantilisant même pour eux. De présenter la chose comme étant nocive pour eux. Et eux-mêmes, ils sont là à crier que c'est bon pour nous. Est-ce que vous permettez que je dise une chose? S'il vous plaît. À votre question. Est-ce que vous avez vu un gouvernement dire un jour, nous allons dévaluer demain? Vous ne pouvez pas attendre des dirigeants africains qu'ils fassent des déclarations qui soient de nature à affaiblir leur monnaie. Forcément, ils sont obligés de vous dire c'est bon. Ça ne veut pas dire... Même si dans les faits, c'est pas bon? Même si, dans la réalité, il y a des fragilités, parce que leurs déclarations emporteront des mesures qui pourraient fragiliser leur monnaie. Dans aucun pays... Écoutez, nous sommes en France depuis un certain nombre d'années. Avant le passage à l'euro, dans les années 80, il y avait des dévaluations en France. Le ministre des Finances vous disait à 20h au journal télévisé qu'il n'y aura pas de dévaluation. Le lendemain, vous vous réveillez avec une dévaluation. Professeur, la question, qu'est-ce qui va véritablement changer? Je propose, avant que vous n'y répondiez, qu'on écoute, ou qu'on voit, puisque c'est un sonore test, ce que dit Sibeth Ndiaye, elle est porte-parole du gouvernement français. Cette fin symbolique devait s'inscrire dans un renouvellement de la relation entre la France et l'Afrique et écrire une nouvelle page de notre histoire. Fin symbolique, elle parle de fin symbolique. C'est très intéressant ce mot. Elle parle de fin symbolique. C'est là où on est encore à la fois, encore une fois plongé au cœur des contradictions françaises. Moi, je le dis toujours. Bruno Le Maire dit, bon voilà, on dit le cordon ombilical sera coupé avec le trésor français, etc., etc. On parle de fin symbolique. Et j'ai rappelé tout à l'heure des séances qui ont lieu effectivement entre des techniciens de la question et les députés français dont beaucoup ne comprennent pas forcément la question. Donc il était question de les sensibiliser pour les préparer par rapport à l'adoption de ce projet de loi qui a été par rapport à l'approbation de ce projet de loi qui a été adopté ce 20 mai. Professeur, encore une fois, je reviens sur ma question. On parle de fin symbolique. Ça veut dire que la France reste le partenaire. On parle de coopération. Fin symbolique de coopération. La France reste le partenaire principal par rapport à l'animation de cette monnaie. Et ma question, professeur, c'est comment se fait-il que ceux qui sont à nos têtes, ceux qui sont à la tête de nos États, qui ont la responsabilité de dire oui c'est bon, oui c'est pas bon, pourquoi eux-mêmes ils ne disent rien? Professeur. Bien. Merci pour cette question. La réponse de mon point de vue est la suivante.
dans la zone franc CFA, Oui. à l'exclusion des cas particuliers qui confirment la règle, ceux qui dirigent ces pays-là, ils sont mis là par la France. Vous le savez, je le sais. Je n'ai fait là aucune révélation. Donc, quand dans une entreprise, vous n'êtes pas le patron, vous êtes un salarié. Eh bien, devant le patron, il y a des comportements qu'il faut avoir. Si vous avez des comportements désobligeants qui font que vous arrivez à lui désobéir à ce patron, il vous renvoie. C'est aussi simple que ça. Ce sont des évidences, ça. Donc, ici, Donc il ne sert à rien de faire des mêmes démissions sur la question. Non, mais c'est Ça ce que je devient suis en train de fatalité. dire. On ne va pas égrener tous les cas. D'accord. Mais il y a des cas, ceux qui se sont révoltés, ou du moins qui ont appliqué les conséquences logiques de l'indépendance politique, ceux-là ont battu monnaie. Et d'une manière ou d'une autre, ils ont perdu soit leur poste présidentiel, soit la vie, ou soit les deux à la fois. Le dernier en date, Sylvanus Olympio, du Togo. Et puis, bon, je ne vais pas multiplier. Non, Sankara plutôt, en 1987. Bon, Sankara, Burkina Faso, oui. il y a même Gbagbo. Parce qu'au plus tard, le 15 mai 2011, la monnaie ivoirienne devait sortir. Ça, c'est le ministre du budget, Kone Katina, qui est un ami, qui l'affirme. Donc, ce que je suis en train de dire, Oui, et je le professeur. répète, la monnaie, comme vous le savez, Oui. on dit l'argent est le nerf de la C'est guerre. cela. Quand on dit l'argent est le nerf, c'est la monnaie. Donc, quiconque veut s'accorder les moyens objectifs pour sa souveraineté, eh bien, celui-là, il trouve la France sur son chemin. Encore faudrait-il rappeler que vous avez dit avec Mme Sibeth Ndiaye que c'est la fin symbolique du Oui. franc CFA. C'est elle qui, oui. Et en quelle date? Le 20 mars Le 20 mai. Le 20 mai 2020. Ce n'est pas une date choisie au hasard. Pour ceux qui nous écoutent, il faut le rappeler. En 1794, la France a supprimé l'esclavage. 8 ans plus tard, et écoutez ça très bien, Ah, ça, c'est le intéressant. 20 mai 1802, Napoléon Bonaparte a rétabli l'esclavage. 20 mai 1802. Et plus tard, en 1848, avec Victor Schœlcher, on a supprimé l'esclavage. Après, ça a été remplacé par la colonisation. Et après, la colonisation remplacée par Ah, c'est intéressant ce que vous dites, professeur. les travaux forcés. C'était pas évident de... Mais je continue. Les travaux forcés, lesquels ont été supprimés et remplacés par ce qu'on appelle aujourd'hui la néocolonisation ou bien la France-Afrique, etc. La France n'a jamais lâché sa proie. Elle fait semblant, elle s'adapte aux situations nouvelles, mais elle ne lâche pas. Donc, c'est ça qu'il faut déjà connaître. Deuxièmement, en disant le projet de loi qui met fin, comme on appelle, au franc CFA, il est bien dit que c'est vrai, comme le ministre l'a rappelé, on exclut de la gestion de la BCEAO les Français qui étaient là. Mais en même temps, il y a nomination concomitante c'est vrai. d'un comité ad hoc de Absolument. gestion des risques, etc. Pour vous, ça ne change rien. Non, mais la France va plus loin. Dit que même en cas de crise, ou bien lorsque le rapport entre les avoirs extérieurs et les engagements des pays de l'UEMOA, quand ce rapport est inférieur à 20%, la France se donne le pouvoir de nommer un représentant qui va venir siéger et qui aura droit de vote. Mais nous disons froidement, mais qu'est-ce que cela veut dire? On ne voit pas comment l'Angleterre peut venir s'ingérer dans la gestion du Sidi du Ghana. On est d'accord, Donc professeur. c'est ce que les Africains demandent. Et il faut le répéter. Nous voulons, les Africains, surtout la nouvelle génération, une rupture totale. Entre la France et ses anciennes colonies. Parce que on voit bien les méfaits du franc CFA.
Aujourd'hui, il est difficile dans les pays de la zone franc CFA d'avoir des crédits bancaires. Lesquels crédits bancaires permettraient aux consommateurs de consommer, aux entrepreneurs d'entreprendre. Oui. Mais tout ça, toute une gestion faite contre les Africains. Et c'est ce que nous ne voulons plus. Je propose, avant que vous ne répondiez par rapport au point soulevé par le professeur Nicolas Boko-Mack, qu'une proposition se retourne dans quelques instants pour la troisième et dernière partie de notre émission. À tout de suite. Troisième et dernière partie de Politicia, votre rendez-vous politique. Le numéro de ce jour est consacré à l'abandon officiel par la France du franc CFA et l'adoption de l'éco. Cela a été acté ce 20 mai 2020 en Conseil des ministres. Là-bas, maintenant, dans le camp des Africains, pour ainsi dire. Monsieur le ministre Charles Mba, dans la deuxième partie de notre émission, nous avions évoqué les consultations régulières qu'il y a entre des parlementaires français et certains spécialistes de la question et qu'ils soient imprégnés de la réforme en cours. Et l'un des spécialistes, précisant justement ou expliquant le bien fondé de cette réforme, ou interrogé sur la nécessité de la réforme, dit non, au fond, ce qui est important, c'est de supprimer les irritants politiques. Les irritants politiques. Et il y en a 3. Le nom, les comptes d'opération, on en parle ici, il faut que ce soit désormais, et la présence physique des Français au sein des... Au fond, la réforme du point de vue de ce technicien qui est chargé en février dernier de sensibiliser les parlementaires français, c'est un changement théorique. Il faut juste se débarrasser des irritants politiques. Mais je vais plus loin et vous allez nous dire, monsieur le ministre, vous avez été ministre du budget pendant 4 ans. La question monétaire, vous connaissez très bien. Quand on pose la question aux représentants de la Banque de France au cours de cette séance de février 2020, par rapport à la fabrication des billets de banque, qu'est-ce qu'il répond? Entre 2013 et 2017, la BCEAO a dépensé 226 millions, presque 227 millions d'euros en entretien de la circulation fiduciaire, soit 45 millions par an, 45 millions d'euros par an. Le fait que les billets de banque soient fabriqués à Chamalières en France, et ce représentant dit, la BCEAO et la BEAC sont nos principaux clients après l'euro. Oui. Votre question. La question c'est, on nous a toujours dit que la France ne gagne pratiquement rien. Cette histoire de franc CFA ne gagne pratiquement rien. Est-ce que c'est acceptable de votre point de vue, par exemple, que la BCEAO dépense 45 millions de francs CFA simplement parce que, effectivement, les billets sont fabriqués en France? Vous avez deux choses. Ce qu'ils appellent la circulation fiduciaire. Vous avez deux choses dans la question de la fabrication des billets. Vous avez deux choses. Vous avez la question politique, d'image, etc. Oui, bien sûr, oui. Je suis un Africain, je suis un panafricaniste. Quand vous me demandez est-ce que c'est satisfaisant, la réponse est automatique, non. D'accord? Ma réponse d'Africain, en disant j'aimerais mieux qu'on fasse ça chez moi. D'accord? Oui. L'autre question que le banquier central d'Afrique de l'Ouest doit se poser, c'est où est-ce que j'ai les moyens de faire fabriquer des billets qui seront infalsifiables et sécurisés. C'est-à-dire que vous parlez de 45 millions d'euros par an. Oui. S'ils faisaient différemment, peut-être que ça coûterait plus cher de ramener régulièrement des billets. Le Ghana ne s'est pas posé cette question. Le CD est fabriqué au Ghana. Si, il se pose la même question. Il fait le choix. Tout le monde se pose la question. On est d'accord de ce point de vue, monsieur. Le marocain se fabrique au Maroc. Hein. Bien sûr, mais pour fabriquer ça viendra. En fait, moi, ce que j'essaye de dire, vous savez, je dis comparaison n'est pas raison. Vous avez commencé par un point,
le gouvernement français sollicite son Parlement. Bon sang de bon Dieu, nous avons des parlements. Les parlements... Vous avez raison. Constitutionnellement, leur travail, c'est contrôler l'action gouvernementale, etc. Oui. Qu'est-ce qui empêche les parlementaires de convoquer le Premier ministre, de convoquer le ministre des Finances, le ministre des Affaires étrangères, vous avez raison. Et leur dire pourquoi... Mais vous avez raison, monsieur le ministre. Pourquoi est-ce que notre premier réflexe, c'est de dire la France... Le finger pointing, comme disent les Américains. Vous avez raison. Et je vais plus loin sur cette question. En quoi Macky Sall, Patrice Talon, Alassane Ouattara ont moins de légitimité que le Parlement? Eux aussi sont élus, même si c'est contestable, même si c'est contesté par certains, etc. Oui, mais du point de vue théorique, vous avez raison. Mais si l'élection de Ouattara ou de Macky Sall est contestée, pourquoi est-ce qu'on ne contesterait pas celle du Parlement de Côte d'Ivoire? On est d'accord. Mais l'idée, c'est les Africains doivent prendre leur destin en main. Vous savez, nous parlons régulièrement, en Afrique, nous parlons de l'indépendance, de la justice, etc., etc. Pourquoi nous n'aurions pas, nous aussi, nos petits juges qui iraient comment dire, en croisade contre des choses qu'ils voudraient relever? On est d'accord, absolument d'accord. C'est plus facile, sans doute, de dire... Absolument. Oui, c'est l'exécutif, oui, mais si personne ne tente... Je reviens à votre question, et je vous le redis. Si j'ai le choix entre fabriquer nos billets chez nous, parce que j'en ai la technologie, parce que je suis capable de les sécuriser, parce que j'en ai les éléments, le papier, etc., etc., oui, il faut le faire chez nous. Vous savez, je disais au professeur en aparté avant que nous commencions cette émission, l'Afrique, elle est confrontée à deux types de défis. Ce sont toujours les mêmes. C'est l'urgence et l'essence. C'est ce qui est urgent, le Covid-19. Oui. Et l'essence, c'est la construction de nos économies, du système monétaire, etc., etc. Il ne faut pas que l'urgence apparente des situations nous empêche de regarder l'essentiel. Moi, je pense très sincèrement que la réforme du franc CFA en Afrique de l'Ouest est un pas de géant. Oui. Est un pas de géant. Qu'est-ce qui va rester? On parle de la monnaie forte. Oui. Mais oui, quand vous regardez les standards, pardonnez-moi, je vais juste finir ce raisonnement. Quand vous regardez les standards de l'Afrique de l'Ouest, mais enfin, vous avez une zone qui a une croissance de l'ordre de 6%, vous avez un taux d'inflation inférieur à 2%, vous avez les risques financiers, les risques... Mais les taux de croissance aujourd'hui... Non, mais c'est ce qui permet... Oui. Vous savez bien, j'ai écrit un livre là-dessus. Oui, bien sûr. C'est ce qui permet quand même d'avoir une réflexion où nous nous entendions. Mais qu'est-ce qui va se passer pour l'éco? Parce qu'on parle de CEDEAO. Là aussi, je ne veux pas entrer dans la polémique qui a créé... L'éco-CEDEAO n'existe pas. C'est un projet, d'accord? Mais je peux comprendre la zone intégrée UEMOA en disant « je me renforce d'abord avant d'aller dans la négociation avec la CEDEAO pour arriver à quelque chose ». Et dans ce quelque chose-là, on voit bien qu'il y a deux demandes qui sont... au moins deux demandes qui seraient faites par les partenaires de la CEDEAO. Eux, ils sont plutôt parité flexible. Et on ne pourra pas leur dire au Nigeria et au Ghana, ce sera la garantie française, etc. etc. Mais on est tout à fait d'accord, on est tout à fait d'accord. Professeur, très rapidement, mais c'est aussi pour que ça change, pour que ce qui est ne demeure pas, il faut effectivement que le combat des gens comme le professeur soit nourri, se poursuive, pour que effectivement on aille du pire en mieux. Professeur, je pense que c'est ce qui nourrit votre combat. Vous êtes confiant, vous vous dites, nous allons continuer à dénoncer, à dénoncer, à dénoncer, quitte peut-être à ne pas bénéficier demain des fruits de notre combat parce qu'on est vieux, mais les nouvelles générations imposeront de nouveaux paradigmes. C'est ça l'essence de votre combat, professeur. Oui. Oui, parce que la vie est un combat permanent. J'insiste sur le mot permanent. Nous n'avons pas connu la traite négrière, l'esclavage, tout ça. Et notre génération, dans ce cas d'espèce, c'est le problème de la servitude monétaire.
Nous luttons. Je vous donne ainsi le mot de la fin, hein, Bon. puisqu'on nous apprend qu'on est à la Donc, fin de nous l'émission. luttons pour que les Africains aient une véritable souveraineté monétaire. Pourquoi? Parce qu'il faut se tirer les avantages. Lorsque vous maîtrisez votre monnaie, eh bien, vous pouvez accorder des crédits bancaires, en tout cas mener une politique monétaire telle que les citoyens, pour ne pas dire d'un côté les consommateurs, les ménages puissent consommer, de l'autre côté les entrepreneurs puissent entreprendre et créer la richesse. C'est grâce à ça qu'on peut enrichir un pays. Le coronavirus nous montre que lorsqu'on dit aux individus, aux citoyens, sinon aux êtres humains, de ne pas travailler, vous voyez qu'à l'échelle planétaire, tous les pays connaissent la pauvreté. Récession. Autrement dit, leur niveau de richesse baisse. Donc, ici et maintenant, en Afrique francophone, lorsque le volume de crédits accordés à l'économie est très petit, par exemple autour de 17 à 20%, alors qu'ailleurs, c'est 100%, sinon 125%, sinon 200%, eh bien, on ampute, on empêche en tout cas les Africains d'enrichir, de se développer. Or, nous avons justement toutes les matières Bien premières, sûr. agricoles, minières, minérales et énergétiques en Afrique. C'est cela. Nous avons une main-d'œuvre pléthorique. Elle ne demande pas autre chose que d'être utilisée, d'être payée. Payée en quoi? Non pas en dollars, non pas en yens, mais avec la monnaie du pays. C'est ce qu'on demande aux responsables africains de produire, de fabriquer, en se débarrassant définitivement de cette monnaie de suggestion qui est le franc des colonies françaises d'Afrique, en abrégé le franc CFA. Merci. Merci Nicolas Gbowou, co-auteur du livre Le Franc. Auteur, parce que je suis le seul. Hein. Ah, vous êtes le seul, pardon. Oui. Ah, d'accord, très bien. Ah, ben, encore mieux. Le franc CFA et l'euro contre l'Afrique, édition Solidarité Mondiale. Merci. Merci d'avoir accepté notre invitation. Très beau. On a fait une belle émission, je trouve, avec des points de vue contradictoires, mais on est d'accord sur l'essentiel. Et je suis optimiste. On va terminer sur l'optimisme, sur ce point d'optimisme. Gabon, la passion du pays, c'est votre livre. Charles-André Mbapidi aux éditions Ejibouk. Merci. Je vous en prie. Merci. C'est la fin, mesdames et messieurs, de Politicia, votre rendez-vous politique. Je vous remercie d'avoir été nombreux à suivre. Restez comme toujours fidèles au programme d'Africa 24. À très bientôt pour un nouveau numéro de Politicia. Merci à vous. Merci.